Madame, Monsieur, voici qui met un terme à cette édition de l'information. Le rendez-vous du 20h s'achève. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Restez sur les programmes de Equinox Télévision, mais d'abord la deuxième partie de Equinox Soir avec Serge Alain autour. Serge Alain, bonsoir. Pierre Diomant, focus une fois de plus sur les deux visages de Ni John Frondi. Vous l'avez suivi dans ce 20h en politique. Nous avons poursuivi avec nos reportages consacrés à la vie politique du chairman Ni John Frondi et sa vie tout court aussi sur la scène politique. Comme vous l'avez sans doute, vous l'avez mentionné, le leader charismatique de l'opposition camerounaise nous a présenté deux visages durant sa vie. Et du coup, nous avons profité de cette occasion pour en parler dans cette édition du 20h. Voilà, c'est donc l'essentiel Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Pierre. Bonne soirée à vous, Serge Aléonto, aussi à vos panélistes et à nos millions de téléspectateurs. Rendez-vous demain, 20h. Dans un instant, dans la suite, Equinox Soir en compagnie de nos invités, Dr Luison Essomba, Jean-Robert Wafo, Serge-Henri Kelbé et Serge-Aimé Bikoy. Serge-Henri Kelbé, d'abord, on parlait de cet homme-là, ces deux visages, en 33 ans de vie politique. On a parlé de cette période où on dit ne voulait rien entendre. Le leitmotiv c'était via Moscou. Mais après, on a vu un homme qui se rapprochait petit à petit des institutions. Et comme la thématique l'indique, les conséquences sont là. Une partie de son appareil politique n'a pas supporté, ne supporte même pas ce rapprochement-là avec le pouvoir. Serge Alain, vous savez, je suis un peu embêté lorsque on jette l'anathème sur le RDPC. On donne l'impression que c'est le RDPC qui précise tous les partis politiques. Oui, mais nous sommes en politique. Si vous regardez la politique dans plusieurs pays, et c'est pour ça qu'il va falloir un moment donné dans ce pays qu'on ait au maximum 15 partis politiques, que le reste disparaisse, se fonde. Parce que quand vous regardez, en Europe, en France particulièrement, on part d'une force politique qui était l'UMP. Après, vous avez des socialistes qui arrivent, ils prennent à l'intérieur de l'UMP. Les gens de l'UMP se fâchent. Aujourd'hui, ils forment ce qu'ils appellent le LR, le Rassemblement républicain. Mais le parti ne fait que s'amenuire. Ce ne sont plus les mêmes troupes. Ce n'est plus le même volume de leaders. Et le président Macron arrive au pouvoir, il crée une formation politique, et puis vous voyez des gens de la gauche, de la droite, qui commencent à courtiser, parce qu'ils veulent être même des députés, n'est-ce pas, de ce nouveau mouvement. La République en marche. Le mouvement, la République en marche. Alors, pardon. Vous voyez que le président Frondi, ayant compris qu'au Cameroun, après avoir perdu l'élection de 92, est résigné. Et il fait un boycott, c'est-à-dire il marque une pause. Il constate que rien n'a fondamentalement pas changé. Peut-être il y a des avancées avec ONEL 1, ONEL 2, après le ministère de l'administration territoriale. C'est-à-dire, il y a des petites avancées. Aujourd'hui, on arrive à Elecam. Donc, les outils électoraux ou alors la base de jeu devient de plus en plus claire. Mais c'est à l'intérieur du SDF qu'il y a des jeunes loups qui s'impatientent. Et ces jeunes loups, eux, ont, je peux dire, comment dire, la nostalgie du point levé, du power to the people, sauf à don't finish. Mais ce n'est plus ça. Tous ces partis mutent, même l'UPC mute, même le Front National en France mute. Et ce sont ces mutations que le président Frondi, le chairman, a aussi observé à sa manière en faisant ce qu'on appelle la réelle politique. Il est conscient... C'est comme ça que vous appelez ça. Bien sûr, c'est de la réelle politique. Oui. Il est conscient, comme a dit l'autre, on n'engueule pas celui qui partage la viande à la réunion. Parce qu'il a compris que c'est le RDPC qui a les 5 000 milliards
C'est le RDPC qui a la viande. Ou les 6 000 milliards. La viande. Oui, vous voulez le statut d'opposition. Vous n'êtes pas majoritaire à l'Assemblée nationale. Qui va vous donner ce statut? Non, mais dans d'autres pays, ça se fait, non. Je dis que... Mais pourquoi vous disiez vous dites que vous condamnez le fait que... Non, il faut arrêter ça. On jette l'anathème tout le temps sur le RDPC d'origine. Vous-même, vous venez encore de dire que vous avez la viande. Serge Alain, qui partagez la Serge Alain, je pense que politiquement parlant, oui, on parle de l'obésité, de l'obésité. Non, elles ne sont pas contradictoires. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que le RDPC joue son maintien au pouvoir et use des outils à sa disposition. Oui. Des outils qui ne sont pas des trucs truqués. Nous sommes au pouvoir, nous avons la majorité au Parlement. C'est nous qui votons les lois. Et ces lois, on les vote de manière à ce que l'opposition ne nous gêne pas. Quitte à vous, oui. C'est bien dit ce soir. Merci. Mais je vous dis que quitte à vous, ça prendra à ceux qui boycottent les élections. Quitte à vous d'attendre des échéances, mais ceux qui ne de faire le trop-plein comme l'UNDP et le SDF l'ont fait. Vous êtes conscient que dans ce pays, l'opposition avait la majorité au Parlement, non? Vous êtes conscient qu'il fut une époque, le docteur Luison Sobaba nous dit tout à l'heure, si ces partis avaient eu le courage, l'audace d'être fermes dans leur démarche, on aurait changé le Premier ministre, on aurait eu un Parlement multicolore, et nous n'en serons pas là où nous sommes aujourd'hui. Ce n'est pas la faute du RDPC, Serge Alain. Moi, je me suis toujours interrogé sur la qualité de nos hommes politiques, surtout de l'opposition. Il y a quand même plus de 300 partis politiques ici aujourd'hui. On connaît combien? Pas plus de 20. Et pour que ce jeu-là, ou alors cette manière de constater, de penser que c'est le RDPC qui tire les ficelles, il faut des grands groupes forts, solides. Donc, il faut moins de 20 partis politiques au Cameroun. Toutes les autres doivent se dissoudre, devenir des forces politiques conséquentes et ne pas céder, je peux dire, à la famine. Okay. Mais c'est normal, c'est vous qui avez la viande. Si vous le plaît. Ils ont le gâteau. Non, vous avez dit la réunion. J'ai dit on n'engueule pas celui qui partage la viande à la réunion. C'est la réunion. La réunion, c'est le Je n'ai pas la paternité de ces propos. Qui a la viande? Qui a la viande? Mais je vous dis que c'est le RDPC. Non, qui a la viande? C'est le RDPC qui gère les 6 milliards. Oui, ok. Hein? C'est le parti. Les autres ne doivent pas vous engueuler. Non. Okay. Nous, on veut se maintenir. Okay. Et on veut faire passer les lois qui nous arrangent. Nous sommes en politique. Docteur Luison Isomba, on va un peu sur ce parti-là. Le chairman s'en est allé hier. Il laisse une formation politique, on va dire, divisée, parce qu'il y a des mécontents qui sont victimes du 8-2. Voilà. Est-ce que, au regard de ce qui se passe, le boulevard est là pour Joshua Nabangui aussi, pour être président du SDF fin du mois de juillet, lors de ce congrès qui a annoncé? Oui, ça, j'allais permettre que je beaucoup de temps. Oui, oui. Vous savez, Ni John Fundi avait compris que la politique est certes marquée par des enjeux, mais reste un jeu. C'est ce qui peut justifier qu'il passe d'un radicalisme avéré à un phlegmatisme rénové. Parce qu'on ne pouvait pas imaginer que le SDF pouvait accepter des postes de nomination, même des postes électifs au niveau des hautes institutions de l'État. Bon, maintenant, je vous l'ai dit en début de mon propos ici, que la bête commence à rentrer dans la fourmilière dès le moment où Ni John Fundi avait annoncé sa retraite politique. Et si vous constatez bien, à la suite de cette annonce, il y a eu comme une guéguerre entre ces deux députés phares, Jean-Michel Nietzsche et Joshua aussi. Et finalement, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, une photo vaut 10 000 mots. C'est-à-dire que je n'avais jamais vu de ma mémoire d'analyse politique des photos illustrant, montrant à ciel ouvert dit John Fundi, par exemple, avec Jean-Michel Nietzsche. On l'avait toujours constamment vu avec Joshua aussi. La preuve en est que un chef, un leader d'une formation publique de politique a un pouvoir d'orientation. Et je crois que le vote ou bien la désignation portée sur Joshua aussi pour représenter le SDF lors de l'élection présidentielle de 2018, le témoin a suffi. Et vous avez vu, moi je pense que peut-être le choix n'avait pas été porté sur la bonne personne parce que au regard du score
que le SDF avait enregistré à cette élection présidentielle. Est-ce qu'il avait été soutenu à l'intérieur a démontré que même à l'intérieur de l'appareil politique du SDF, cela ne faisait pas, on ne dégageait pas, on n'emportait pas l'unanimité. On va justement comprendre, Jean-Robert Wafo, nous avons couvert ce congrès-là en février 2018 à Bamenda. On a vu cette ferveur, tout le monde était... on a vu les militants se mettre tous, on va le dire comme ça, derrière le candidat investi, Joshua aussi. Qu'est-ce qui s'est passé à la présidentielle? On n'a pas senti ce même engouement autour du candidat aussi. D'abord, j'aimerais faire une précision. Quand vous dites que on a lâché le chairman John Fundi, que les militants et les sympathisants, je dis c'est faux. Le premier quoi qu'il y a eu au cours de ce congrès, de désignation... Joshua aussi. Je vais bien. Effectivement, le premier quoi qu'il y a eu, c'était la présence du secrétaire général adjoint du RDPC, donc au cours de ce congrès. Vous ne vouliez pas qu'il soit là? Qu'est-ce qu'il venait faire là-bas? Moi, je le dis clairement. Je me suis toujours opposé à cela. Comment ça? Mais quand vous allez à une élection présidentielle, et un parti, vous allez affronter le candidat d'un parti politique, et un représentant de ce parti politique vient dans votre congrès. Qui a invité? Mais écoutez, puisque Joshua aussi faisait partie de la hiérarchie, c'est à lui que vous devez poser la question. Je vous rappelle qu'en plein congrès, les gens se sont interrogés. Et même quand je suis venu après, quand on est rentré du congrès, à chaque émission, les gens me posaient cette question, même dans la... À chaque congrès, on voit souvent des formations politiques. Mais nous n'avons jamais été d'accord. Nous, les militants, attachés, n'est-ce pas, aux idéaux des pères fondateurs. Vous pouvez accepter tout le monde dans la salle, sauf le RDPC. Est-ce que vous pouvez, écoute, puisque c'est le RDPC qui est au pouvoir, qui veut conserver le pouvoir, qui ne veut pas lâcher le pouvoir, oui. Quand vous invitez un de ses représentants, c'est pour qu'il fasse quoi? Mais, M. Serge Alain Outou, est-ce qu'on peut imaginer, est-ce qu'on pouvait imaginer, par exemple, Alassane Ouattara venir au congrès, n'est-ce pas, du FPI? Est-ce qu'on pouvait donc imaginer Frédéric Declercq venir au congrès de l'ANC? Est-ce qu'on peut imaginer Emmanuel Macron venir au congrès, je ne sais pas, c'est de la NUPES ou bien du Parti Socialiste et vice-versa? Non, ce n'est pas le président Biya qui était avec vous. Écoutez, même si c'est le représentant... Non, c'est lui, ce sont les siens. Je dis, ça va créer problème. Oui. Non, ça a toujours créé problème. Et j'ai toujours été contre cela et j'ai toujours manifesté. Même en interne. Là, c'est à partir de ce moment qu'on a commencé à sentir le rapprochement. Et puis, je vais également... Le collaborationnisme, comme vous l'appelez. Puisque vous parlez de la désignation du candidat par voie d'élection, pour que ça cesse, pour que cette polémique cesse, parce que personne de vous n'était proche de Joshua aussi et de Jean-Michel Nicho comme moi. Je dis personne, même dans le SDF. Je dis bien personne. On a l'habitude de le dire un peu partout et là, je le confirme. Ici. L'honorable Nicho, si l'honorable Nicho avait voulu bloquer l'honorable Joshua aussi, il l'aurait fait lors des primaires ici. Hein. Parce que les primaires s'étaient tenues. Où? C'était à la mairie de Douala 3e où nous avions un maire. En l'occurrence, Kwabnan Diop. Moi, j'étais dans les tractations. Contrairement à ceux qui viennent raconter n'importe quoi ici. Ce n'est pas pour vous insulter. Donc je dis, contrairement à ceux qui le pensent. Mais j'ai été dans les tractations. Et les journalistes politiques qui ont couvert ces annonces à l'époque peuvent nous témoigner. Les adversaires de l'honorable aussi, à l'époque, avaient voulu que l'honorable Nicho bloque la candidature de Joshua aussi au niveau des primaires. L'honorable Nicho a dit je ne le fais pas. C'est mon militant. Il est le militant de ma région. On est allé donc, n'est-ce pas, il a été investi ici. Très peu de personnes savaient d'ailleurs qu'il venait de faire sa déclaration de candidature. N'écoutez pas des gens raconter n'importe quoi ici. Moi, j'étais dans le secret. L'honorable Nicho était dans le secret. L'honorable Joshua aussi s'était confié à nous. Personne d'autre ne savait. On est allé donc, et il a été investi de ce côté-là. Et je rappelle que l'honorable Nicho avait eu des problèmes avec certains barons du parti à l'époque qui ne voulaient pas de Joshua aussi. Et la seule solution, c'était que l'honorable Nicho le bloque.
On va donc aux élections. Donc, au primaire, l'honorable aussi gagne. Il est question que, voilà, qu'il se déploie durant toute la campagne, même en période de pré-campagne. Je vais sauter cette partie, parce que ça relevait de la stratégie interne du candidat. Quand la campagne est donc lancée, j'avais plaidé, moi personnellement, pour que l'honorable Mitchell soit désigné directeur de campagne. J'avais plaidé auprès du candidat Joshua aussi. Mais qu'est-ce que tu attends pour désigner l'honorable Mitchell directeur de campagne? Parce que la bourrasque est en train de venir. Jusqu'à ce que l'élection s'achève, on ne sait pas qui était le directeur de campagne. Et si l'honorable Mitchell avait été directeur de campagne, Joshua aussi n'aurait pas connu ce score. Ça, je le dis clairement ici. Parce que la stratégie est là et j'aurais dit... qui était directeur de campagne. Mais je ne sais pas. Il n'a jamais été désigné. Je dis, il n'a jamais été formé. Comment nous autres, nous, on le sait. Peut-être que vous l'avez eu dans l'interne. Je dis peut-être que vous l'avez eu dans les coulisses. Non, pas dans les coulisses. Mais je dis, le candidat lui-même n'avait jamais présenté son directeur de campagne. Je lui dis, montrez-moi une seule image. Je vous mets à défi. Une seule image où le candidat prend la parole pour dire Monsieur Nanda est mon directeur de campagne. Non, on a vu l'inauguration de votre maison de campagne. Le défunt. On a présenté je dis ceci. Quand vous avez un directeur de campagne, vous faites une communication dans ce sens pour dire voici mon directeur de campagne. Mon ami, le défunt Paul-Éric Kinguet, avait été désigné directeur de campagne par le professeur Maurice Kamto. C'était pas écrit. Mais qui était donc le directeur de campagne? Et moi, je vais vous dire une chose. Il y a des choses, d'abord, il y a plusieurs personnes qui me demandent de faire mes mémoires. De raconter une histoire. Donc, le SIF. Déjà? De raconter le SIF. C'est même pas des mémoires, donc de faire un livre. Ah, ok. Pardon, de faire un livre. Parce que, quand j'entends des gens dire, moi, je dis, si les deux s'étaient mis ensemble, Joshua aussi et Jean-Michel Mitchell. Pourquoi ils ne se sont pas mis ensemble? Mais il fallait absolument que l'honorable Mitchell soit directeur de campagne pour que ça marche. Mais allez demander à qui? Au candidat. Posez-lui la question de savoir pourquoi, avec une perle comme Jean-Michel Mitchell, qui avait le vent en poupe, qui l'avait soutenu, et qui dans le cadre des macro-équilibres régionaux et les micro-dosages, c'est-à-dire qu'il était le directeur de campagne idéal, qui avait mené des batailles. Il y avait des stratégies qu'il fallait mettre sur pied. Donc, tout le monde, et je vais vous faire une confidence. Demandez à tous les journalistes qui venaient au niveau du QG de campagne. Oui. La première question qu'ils me posaient, qui est votre directeur de campagne? Que ce soit même les agents de renseignement, tout ce monde. Qui est votre directeur de campagne? J'étais incapable de répondre à cette question. Ok. Alors dire qu'on l'a lâché et tout, non. Si d'autres l'ont fait, mais je peux vous dire, jusqu'au bout, le moniteur pensait et croyait que Joshua aussi pouvait faire un score meilleur. Donc, pour avoir malheureusement, bon, il n'a pas voulu capitaliser. C'est pas un nombre déception sur le terrain comme Jean-Michel Mitchell. Voilà donc la vérité des faits. Il ne faudra plus que les Camerounais disent autre chose après concernant cette campagne. Merci beaucoup. Serge Mebikoy, si on n'est pas désigné comme directeur de campagne, on ne soutient pas le candidat. Puisque vous semblez insister, c'est parce qu'il fallait qu'il soutienne. Non, je dis il a soutenu, mais il aurait pu booster sa campagne en désignant très tôt Jean-Michel Mitchell comme directeur de campagne. Nous sommes en politique. Okay. Il y a des stratégies, mais comme toute stratégie, pour qu'elle soit efficace, elle ne va pas être dévoilée. Mais c'était la personne idoine pour le porter comme directeur de campagne. Donc pour le porter en tant que directeur de campagne. Serge Mebikoy, sur cette... le boulevard est là, il est ouvert aussi pour prendre la tête du SDF. Bien. Là, nous sommes déjà dans les projections. On parlait de l'aile qui n'est plus là. Donc le boulevard est là pour Joshua aussi. Le chairman est parti. Il ne reste plus que Joshua aussi. Nous sommes là sur les projections sur l'avenir du Social Democratic Front. Oui, il faut savoir que
il y a deux déterminants sur lesquels il faut davantage mettre l'accent. Le premier déterminant porte sur le contentieux juridique qui est à l'heure actuelle, parce que la prochaine audience a lieu le 22 juin prochain. L'avant-dernière audience, c'était le 8 juin dernier, nous y étions. Et il y avait justement cette légère confrontation entre Maître Bandam du camp du chairman John Froudi du regretté mémoire et Maître Moustapha Ngwana. Mais le juge a préféré faire un renvoi formel pour le 22 juin. Parce qu'en réalité, le camp adverse ne voulait pas plaider seul, parce qu'il ne voulait pas justement endosser la responsabilité de ce qui pourrait survenir en termes de sentence. Ça, c'est un contentieux juridique qui pourrait également permettre de savoir ce qui va se passer. Il y a également aujourd'hui l'enjeu du probable report du Congrès. Parce que vous savez, il faut aujourd'hui organiser les obsèques officielles dédiées à Ni John Frondi. Et pour réfléchir là-dessus, il faut aujourd'hui réfléchir également sur le congrès qui est dûment prévu les 28, 29 et 30 juillet. Est-ce que ça aura encore lieu? C'est un autre débat. Et c'est vrai que ce congrès, c'est l'enjeu du renouvellement à la tête du Social Democratic Front. On sait déjà que depuis le 10 février 2021, John Frondi avait donné le temps, parce que c'est ce jour-là qu'il avait décidé en sa résidence à Kolfoulou, dans l'arrondissement de Soa, de ne plus se porter candidat. Non seulement à la présidentielle de 2018, mais bien plus à la présidente du RZF. Et c'est là où il y a eu justement, comme le disait tout à l'heure Luison, des batailles de positionnement, des conflits de prise de position, des tractations diverses. Mais aujourd'hui, moi je pense qu'il y a un débat de fond. Parce que on réfléchit là-dessus la survie d'un parti politique, on réfléchit là-dessus l'avenir d'un parti politique. S'il y a un ensemble de guéguerres qui règne et demeure, est-ce qu'il n'est pas aujourd'hui opportun de pouvoir réfléchir à la réconciliation d'un ensemble de factions dissidentes, de manière que l'on puisse justement voir comment on peut justement réfléchir sur la redynamisation et la reconstruction du social démocratique. Merci Serge Mébiko. 30 secondes vraiment, on fait des grands signes. Mission est terminée. Fort heureusement, tu as dit que vous ne me posez pas cette question, et c'est bien. Parce que moi, donc oui, parce que nous sommes en période de deuil et je suis contre des militants qui montent, sur les plateaux parler comment je peux dire de la en termes de bataille en interne et tout. Et moi, nous sommes en période de recueillement et vraiment la polémique, moi, je ne céderai pas à ça de toutes les façons. Merci Jean-Robert Wafo. Merci à vous, Dr Luison Issoumba. Merci Serge. Merci. Un plaisir. Voilà. Alors, je voudrais quand même saluer le président Kaba Libi et l'honorable Nietzsche qui ont défendu le statut de l'enseignant du supérieur au Parlement camerounais. Voilà, merci. Une fois de plus, l'honorable Nietzsche. Voilà. Et de tous les copains. C'est un député de qualité et d'exception. Voilà. Merci. Voilà, madame, monsieur, nous sommes donc arrivés au terme de ce numéro et qui nous se retrouve demain à partir de 19h. Bonsoir. Yaoundé.